Si je prends l'hypothèse d'une séparation des critiques, je suppose alors qu'il y a plusieurs modèles permettant de poser des limites, de statuer sur la relation entre les choses et les signes qui les décrivent. Il y aurait plusieurs modèles identificatoires entre les éléments du monde, plusieurs modes de pensée qui se différencieraient les uns des autres. En regardant le film de Guy Debord, Critique de la séparation, je peux me rendre compte à quel point la représentation, sous forme de concepts langagiers ou de schématisation plastique tels que le montage cinématographique, se constitue dans la relation qu'elle entretient avec une réalité. Il y aurait quelque chose au sein des représentations qui suivrait ou s'opposerait au fil complexe de la structure du monde, de la société ou de l'histoire. D'une façon similaire, une science, qu'elle soit naturelle, sociologique ou historique, utiliserait aussi un certain type de proposition, un certain modèle de représentation pour arriver à postuler un jugement sur un phénomène analysé. Mais en supposant qu'il y aurait plusieurs modèles de représentation dont les logiques internes seraient différentes, qu'il existerait des langues qui ne permettraient d'explorer que certains niveaux précis, il se poserait alors une grande difficulté. Y aurait-il plusieurs réalités parallèles qui coexisteraient au travers des représentations de ce que seraient des mondes parallèles? Ou alors, n'y aurait-il qu'une seule réalité qui demanderait un unique outil pour l'atteindre pleinement, en délaissant ainsi une grande quantité des modèles de figuration du monde, qui deviendraient pour ainsi dire inférieurs ou obsolètes? Cet outil quasi fantastique qui aurait pour ambition d'atteindre la réalité du monde en soi, et qui permettrait de poser des bases épistémologiques afin d'éviter les erreurs de jugement, cet instrument pourrait se nommer la philosophie. Mais, dès que je parle du domaine de la philosophie, la question de la séparation de ce que serait son territoire propre et de ce que serait son extériorité me pose bien des difficultés. Cette délimitation pourrait potentiellement esquisser une hiérarchisation des langues ou des cultures en fonction de leurs adéquations au modèle philosophique. Dans le numéro 79 de la revue Philosophie, portant sur la phénoménologie japonaise, dans l'article « L'attrait de la phénoménologie auprès des philosophes de l'école de Kyoto », un spécialiste de l'école de Kyoto, Bernard Stevens, énonce les difficultés propres aux réalités historiques du domaine de la philosophie au Japon. Ainsi, en parlant de l'école de Kyoto, avec sa figure centrale, Kitaro Nishida, elle se situerait approximativement entre les années 1910 et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agirait d'une philosophie dans la lignée des philosophies occidentales. Concrètement, elle serait issue des importations massives de l'idéalisme allemand au Japon, cela par la structuration des universités et des domaines de savoir, d'une manière relativement équivalente à ce qui se passait en Europe à cette période. Mais aussi se trouveraient agglutinées à ce domaine importé d'Europe des variations qui seraient spécifiques au Japon, des mots et des notions, des emprunts des doctrines telles que le bouddhisme ou le néo-confucianisme. Il s'agirait donc d'un hybride philosophique, je pourrais parler de syncrétisme, et non pas d'une forme qui serait pure ou préalable à l'importation de la philosophie. En même temps, cette philosophie japonaise moderne se serait engagée sur un nouveau chemin qui n'avait pas été exploré ailleurs. Si cette variante philosophique japonaise est intéressante, au sens où elle pose de sérieuses questions sur l'élasticité du domaine, sur sa capacité et ses limites à dépasser les différences des structures de langue, cela avec une originalité indéniable, elle porte néanmoins en elle de sérieuses complexités. En effet, durant la période de son déploiement, l'idée dominante en Europe semble être l'impossibilité de philosopher au travers d'une langue et d'une histoire qui n'auraient pas de relation avec le fond grec. Les philosophes japonais ont lu les auteurs vivant en Europe, qui étaient leurs contemporains, en particulier les Allemands. Ils ont étudié ces langues et y ont souvent fait leurs études universitaires. Il est notable qu'au contraire, il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt pour ces expériences de la part de ceux qui étaient à l'époque leurs modèles. Il y avait alors une forme d'eurocentrisme par les pratiquants de la philosophie, et il faut bien avouer qu'aujourd'hui c'est certainement encore le cas. Un exemple que cite Bernard Stevens est celui d'Edmund Husserl et de son texte La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, écrit en 1935-36, dans laquelle l'auteur questionne la relation entre la vérité et le langage philosophique hérité de la Grèce. Cette relation donnant une potentielle base scientifique aux propositions langagières qui lui semblaient en crise à cette époque. Je cite un fameux passage de Husserl. La question de savoir si le télos qui naquit pour l'humanité européenne avec la naissance de la philosophie grecque n'aurait été qu'un simple délire de faits historiques repérables, l'héritage contingent d'une humanité contingente, perdue au milieu d'humanité et d'historicité tout autre, ou bien si, au contraire, ce qui a percé pour la première fois dans l'humanité grecque n'est pas plutôt cela même qui, comme entéléchie, est inclus par essence dans l'humanité comme telle. Husserl, dans ce passage, aborde la question de l'universalité ou de la relativité culturelle de la proposition philosophique. Ou pour le dire autrement, il propose deux possibilités. Soit la philosophie parle vrai au travers de sa naissance en Grèce,
soit elle parle d'une manière uniquement grecque, avec une cohérence limitée à l'héritage d'un contexte historiquement délimité. Mais Husserl va beaucoup plus loin. La réponse à la question de l'universalité de la philosophie permettrait de décider du sort des autres cultures. Je le cite encore. 2 points. Par là seulement serait décidé si l'humanité européenne porte en soi une idée absolue au lieu d'être un simple type anthropologique comme la Chine ou les Indes. Et décide du même coup si le spectacle de l'européanisation de toutes les humanités étrangères annonce en soi la vaillance d'un sens absolu, relevant du sens du monde, et non d'un historique non-sens de ce même monde. Les formulations sont terribles pour qui n'est pas issu de l'Europe. Elles sont d'autant plus ennuyeuses qu'elles viennent d'un penseur que l'on ne peut soupçonner d'entretenir une quelconque relation avec le fascisme montant à cette période. L'ensemble des cultures du monde avec leurs domaines et leurs textes fondateurs ne serait qu'anthropologique, à l'exception du fond grec. De la sorte, il n'y aurait parmi les textes de ces peuples aucun élément dépassant leurs histoires propres, leurs figurations propres, elles seraient ainsi dire relatives à elles-mêmes. Seul sortirait du lot le fond grec porté par la culture européenne qui manifesterait en elle une idée absolue. Si tel est le cas, la philosophie serait alors supérieure à toutes les autres formes de pensée, et d'une certaine manière, l'exportation de la philosophie serait légitime et donnerait un sens au monde. Il y aurait une raison supérieure validant une colonisation mondiale des esprits et des langages au travers d'un impératif philosophique. Il n'y aurait plus cette vieille opposition entre civilisé, celui qui parle grec, et le barbare qui ne parle pas le grec, mais il adviendrait un monde où même les barbares parleraient le grec. J'imagine volontiers que depuis un regard extérieur, ce genre de propos puisse paraître terrifiant. Je dirais même que depuis que je vis au Japon, le mot universalité est devenu pour moi un synonyme de colonisation ou d'impérialisme. Comme l'analyse Bernard Stevens dans son article, je le cite, 2 points. La raison gréco-européenne serait en somme l'essence même de l'humanité en général. Et plus loin encore, 2 points. Cette expression candide devient ainsi pour nous l'occasion de prendre conscience d'une idéologie non dite inhérente à la conception dominante de la tâche philosophique avec son auto-enfermement dans le logos gréco-européen. On ne peut pas être plus clair concernant la spécificité qu'a induite en son histoire la philosophie, celle d'être auto-centrée et auto-référencée dans une forme de langage spécifique et limitée à l'héritage grec. Elle consisterait en une certaine utilisation du langage, particulièrement celle produite par Aristote et son caractère logique. Dans le cas précis des philosophes de l'école de Kyoto, en prenant en compte le contexte d'une non-reconnaissance des auteurs japonais, je peux comprendre peut-être un peu mieux cette volonté d'affirmer l'existence d'une philosophie non occidentale arborant un sentiment de rivalité. Malheureusement, cette confrontation a produit une forme de nationalisme qui a été grandement véhiculée suivant toute la période de la montée du nationalisme et du fascisme japonais. Cette philosophie japonaise porte probablement en elle les défauts de ses critiques. D'une certaine manière, elle possède le même type de crispation que celle européenne, un repli identitaire et une affirmation de supériorité. Je cite encore Bernard Stevens sur ce point. 2 points. La position idéologique de Nishida, née en réaction contre une telle prétention européenne à régenter seule l'universalité humaine, et en cherchant dans l'identité nippon-asiatique les éléments d'une contre-offensive spirituelle, nous apparaît ici en quelque sorte comme un simple reflet inversé de la prétention husserlienne. En parlant de l'école de Kyoto, il s'agirait d'une forme de philosophie moderne, c'est-à-dire un cadre de pensée qui serait importé d'Europe à partir du XIXe siècle, avec comme originalité de réinvestir des figures et des mots propres à des traditions locales pour s'affirmer comme étant une philosophie à la fois moderne et orientale. Si je m'intéresse aux termes qu'utilise Nishida Kitaro, certains concepts centraux à ce système connotent une appartenance à une tradition de type bouddhique, mais en réalité, ces mots serviraient plutôt à traduire des concepts provenant de l'idéalisme allemand. Je peux trouver quelques exemples de ces phénomènes dans la thèse de Britta Standelman-Boutry. Par exemple, la notion de jikaku qu'utilise Nishida, qui est un concept central dans la description de la conscience, se traduit par auto-aperception ou encore auto-éveil, et elle connote fortement la notion d'éveil bouddhique. Dans un texte de 1917, qui comme à son accoutumée est dans un style très abstrait, Nishida nous informe de ce qu'est le jikaku. 2 points. Ce que je nomme jikaku, ce n'est pas ce que les psychologues appellent la conscience de soi, mais c'est l'auto-aperception du moi transcendantal. C'est ce que Fichte appelle « fait-action ». Ainsi, Nishida utilise le concept de fait-action, qui est un moi autopositionnel construit par le philosophe allemand Fichte, dans une traduction par un mot à connotation bouddhique, cela pour critiquer différents auteurs européens qu'il qualifie de psychologues. Ou alors, d'une manière similaire chez Nishida, le concept d'intuition qui comporte aussi des connotations bouddhiques est amené par le mot chokan. Je cite Britta Standelman-Boutry. 2 points. Le mot chokan
composé de choku, immédiat, direct, et de kan, voire vision, est calqué sur le terme allemand Anschauung, ou intuition qui remonte à son tour à intuitio. De ce type d'hybridation, il résulte un paradoxe dans lequel une difficulté de lecture apparaît. Avec la terminologie constituée au travers d'importation et de traduction, les débats que mène Nishida sont portés quasi exclusivement dans un dialogue avec des auteurs occidentaux. Il n'y a que très peu de références à des penseurs japonais ou chinois. Néanmoins, les lecteurs d'aujourd'hui cherchent souvent à découvrir un fond intellectuel qui serait proprement japonais, alors qu'il n'y a pas de référence précise dans les textes de Nishida. Ces lecteurs risquent de surinterpréter certaines constructions hybrides et récentes, mais aussi de jouer au détective cherchant l'authenticité derrière le moderne. Je cite Britta Standelman-Boutry, qui suppose la possibilité de faire apparaître une pensée prémoderne au travers de Nishida. Néanmoins, l'héritage sino-japonais est fortement véhiculé dans la pensée de Nishida, et même si, en apparence, notre auteur s'en détache, cet héritage transparaît en palimpseste dans ses textes. Mais les sources ne sont pas explicitées, Nishida cite rarement ses références indiennes, chinoises ou japonaises. Il serait à mon avis plus judicieux de supposer que ce fond traditionnel au travers de la philosophie japonaise du XXe siècle relève d'une forme de reconstruction moderne. Par exemple, en prenant un article de Sylvain Isaac, la philosophie japonaise en question datant de 2009, par rapport à Dogen, qui est un moine japonais du XIIIe siècle, je le cite, : Il y a certainement quelque légitimité à parler par exemple d'une philosophie de Dogen, comme le fera Watsuji Tetsuro. Mais cette légitimité s'enracine dans un effort herméneutique qui interdit d'assumer une présence philosophique antérieure au regard rétrospectif qui, d'une certaine manière, reconstruit l'objet de son observation. Cette position n'empêche d'ailleurs pas de trouver une réelle et passionnante originalité à ce processus. Je cite encore cet article. : C'est précisément cette incorporation des traditions asiatiques à l'intérieur du champ de la philosophie qui caractérise la spécificité de la philosophie japonaise comme japonaise. Ainsi, deux possibilités d'interprétation s'offrent à moi. La première serait de s'en tenir stricto sensus au texte et au contexte historique de l'importation de la philosophie au Japon, et dire que la philosophie japonaise de Nishida serait une variation très originale de la philosophie venant d'Europe, ne permettant pas réellement d'atteindre une pensée prémoderne. La seconde possibilité est de supposer qu'il y aurait de manière sous-jacente une forme de philosophie, au sens très large du terme, qui s'exprimerait malgré les importations de vocabulaire et de théorie depuis l'Europe. Entre ces deux possibilités, la délimitation du domaine de la philosophie est souvent ambiguë, et elle peut devenir parfois même conflictuelle. Le chapitre 5 du livre Signes de Merleau-Ponty m'apparaît très intéressant sur la question des limites de la philosophie, sur la manière de poser une frontière sur ce qui appartient à ce domaine et ce qui serait hors de lui. Dans ce texte datant de 1960, Merleau-Ponty réfléchit aux méthodes utilisées pour écrire un ouvrage collectif portant sur une sélection de textes qui aurait une importance philosophique, c'est-à-dire sur un dictionnaire de philosophes célèbres, et ce type d'ouvrage serait bien plus complexe et passionnant à produire qu'il n'y paraît. En effet, créer un corpus de textes philosophiques au travers des siècles, créer une histoire de la philosophie, regorge de difficultés pour placer des limites entre le philosophique et le non-philosophique. C'est finalement assez similaire à une tentative de création d'une histoire de l'art dans laquelle il faudrait posséder une définition préalable de l'art pour pouvoir juger de la légitimité de faire apparaître telle ou telle occurrence. Une fois un ouvrage cohérent terminé, le résultat peut sembler évident, mais le processus de fabrication se révèle extrêmement obscur. À la question « Qu'est-ce que la philosophie ?», je serais tenté de répondre que ce serait ce qui est présent dans les livres de philosophie. De la même manière, à la question « Qu'est-ce que l'art ?», je serais tenté de répondre que ce seraient les objets qui se trouvent dans les musées. Mais dès qu'il faut juger par soi-même de nouveaux cas qui ne sont pas encore considérés comme appartenant au domaine en question, que ce soit des écrits philosophiques rendus publics tout récemment ou des œuvres d'art contemporaines, le jugement devient délicat car il faudrait pouvoir garder une cohérence du domaine tout en ajoutant de nouvelles variations qui potentiellement transformeraient la définition et donc l'étendue du domaine. Pour Merleau-Ponty, avec un ouvrage collectif sur des philosophes célèbres, je le cite, : Nous n'aurions là qu'une histoire des philosophes ou des philosophies, non une histoire de la philosophie. Et cet ouvrage sur les philosophes serait donc infidèle à ce que fut leur plus grand souci, une vérité qui dépasse les opinions. Un peu plus loin, Merleau-Ponty pose une question, je la cite, : Comment un livre collectif aurait-il un centre de perspective ? C'est-à-dire, pour éviter de n'avoir, je le cite encore, : qu'un catalogue de points de vue ou de théories. Il doit y avoir une cohérence qui serait proprement philosophique entre tous les auteurs d'un corpus de textes. Mais en même temps, ces auteurs seraient nécessairement placés historiquement dans des contextes séparés, dans des langues séparées et dans des temps séparés.
Même s'ils utilisent les mêmes mots, je ne suis pas certain qu'ils avaient des significations équivalentes. Il est impossible de savoir réellement si d'un univers mental à l'autre, il y aurait une totale continuité entre les auteurs d'un corpus philosophique. Je cite Merleau-Ponty. : Les mêmes mots, idées, liberté, savoir, n'ayant ici et là pas le même sens, et faute d'un unique témoin qui les réduise au même dénominateur, comment verrions-nous croître, à travers les philosophes, une seule philosophie ? Comment donc délimiter un domaine de connaissance ? Quels ensembles d'énoncés produiraient, une fois mis ensemble, un savoir de type philosophique ? Mais aussi, quelle flexibilité aurait ce savoir ? Il y aurait d'un côté ce que je peux nommer par des énoncés qui sont censés se baser sur des a priori formels, c'est-à-dire sur des propositions proprement philosophiques qui existeraient supposément depuis l'origine de la philosophie. Il y aurait de l'autre côté des énoncés qui seraient construits par des a priori historiques, que ce soit des reformulations, des traductions, des révolutions techniques ou sociales, incorporant dans le corpus philosophique des énoncés étant en amont non philosophiques. Ce domaine de la philosophie, historiquement parlant, se délimiterait d'une manière dynamique et complexe entre ce qui serait lui-même et des importations extérieures dans un processus proche de la belle formulation de Merleau-Ponty que je cite. Il nous faudrait d'abord une théorie du concept ou de la signification qui prenne l'idée philosophique comme elle est, jamais délestée des imports historiques et jamais réductible à ses origines. Comme les nouvelles formes de grammaire de la syntaxe, nées des débris d'un ancien système linguistique ou des hasards de l'histoire générale, s'organisent pourtant suivant une intention expressive qui fait d'eux un nouveau système. L'idée philosophique, née dans le flux et le reflux de l'histoire personnelle et sociale, n'est plus seulement un résultat et une chose, c'est un commencement et un instrument. Dans une telle énonciation des limites d'une histoire de la philosophie, il existerait une extériorité pouvant être réimportée dans le cadre lui-même. Cette extériorité pourrait être temporelle et prendre la liberté de réinvestir une pensée tombée en désuétude, mais cette extériorité pourrait être aussi spatiale ou culturelle. L'histoire de la philosophie pourrait investir un corpus dont les mots appartiennent à un autre registre de signification. Dès lors, il peut exister, au moins potentiellement, une certaine relation entre la philosophie au sens européen et une pensée extra-européenne afin de produire une nouvelle forme de philosophie. Si je prends globalement l'expérience de l'école de Kyoto, il y aurait effectivement quelque chose qui peut sembler être en premier lieu une drôle d'hétérogénéité, avec des apports multiples au travers de l'utilisation de la langue japonaise, mais qui finit par devenir quelque chose d'une philosophie au sens strict et rigoureux. Mais y a-t-il des effets secondaires à un tel processus ? Est-ce que cette hybridation philosophique n'a pas pour revers de faire disparaître l'ancienne symbolique d'un langage en la transformant en philosophème ? Il serait délicat de juger des limites de ce qui ne déformerait pas une extériorité en la rendant philosophique. Mais il serait difficile aussi de ne pas faire émerger des contradictions que ne supporterait pas la philosophie. Pour finir, je laisse parler les mots de Merleau-Ponty. Nous aurons encore à nous demander jusqu'où va notre droit de placer les philosophies passées dans un jour qui est le nôtre, si nous pouvons nous flatter, comme disait Kant, de les comprendre mieux qu'elles ne se sont comprises elles-mêmes. Et enfin, jusqu'à quel point la philosophie est la maîtrise du sens. Entre nous et le passé, entre nous et l'Orient, entre philosophie et religion, il nous faudra chaque fois apprendre de nouveau à entamer l'hiatus et à retrouver l'unité indirecte. Et le lecteur verra revenir l'interrogation que nous venons de formuler en commençant, car elle n'est pas préface à la philosophie, elle est philosophie même.